Dans cette nouvelle vidéo, nous allons entamer quelque chose de nouveau. On va découvrir le langage de programmation Blueprint. Blueprint qui va vous servir à coder tous les événements qui vont pouvoir se produire dans votre jeu, que ce soit le déplacement du personnage, le contrôle du personnage, les interactions entre le personnage et son environnement, ou les interactions entre les différents objets. Bref, le Blueprint va vous permettre de programmer tout ce qui peut se passer dans votre jeu vidéo. Alors pour illustrer tous ces propos, je vais utiliser le Blank Project ici. On avait créé le Blank Project de Unreal et c'est ce projet-là que nous allons utiliser pour faire nos premiers essais. Alors le Blueprint, comment ça fonctionne? Eh bien c'est un langage de programmation visuel, c'est-à-dire que vous n'allez pas écrire des lignes de code, vous allez dessiner des petits blocs reliés entre eux. Ça va se présenter comme ça. Alors peut-être je vais augmenter un petit peu l'épaisseur du trait. Ça va se présenter comme ça. Vous allez avoir des blocs. Et ces blocs, vous allez pouvoir les imbriquer avec des liens, ce que j'appelle moi des spaghettis. Vous allez pouvoir imbriquer les blocs de façon à déclencher des événements les uns à la suite des autres. Par exemple, ce bloc-là, ça sera le début du programme. Ensuite, ce bloc-là, ça va être masquer un objet. Ensuite, on va pouvoir créer un bloc ici. Quel objet est-ce que l'on souhaite désactiver? Eh bien, hop, on va relier ce bloc-là à ce bloc-là, de façon à dire que masquer l'objet signifie masquer cet objet-là. Ensuite, on va pouvoir afficher un message. Quel message est-ce qu'on souhaite afficher? Hop, on va pouvoir créer un autre bloc et écrire notre message ici. Bref, le blueprint, c'est des blocs qui s'enchaînent et qui s'exécutent les uns à la suite des autres. Alors concrètement, comment ça se présente dans le moteur de jeu? Eh bien, ça va se présenter de la façon suivante. On a déjà vu comment créer des blueprints, mais sans vraiment s'en rendre compte. Pour créer un blueprint, on va sur la section Blueprint ici. Lorsque vous allez sur la section Blueprint, vous avez la possibilité de créer une nouvelle classe Blueprint. Je vous avais expliqué les différents types de classes. Le Actor, ça va être des objets que vous allez pouvoir réutiliser. Euh, le Pawn, ça va être un objet, mais qui va pouvoir recevoir des inputs de la part d'un utilisateur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser un clavier pour interagir avec votre classe. Le caractère, c'est la même chose qu'un Pawn, mais capable de se déplacer. Bref, à chaque fois, vous avez un petit peu plus de fonctionnalités qui se rajoutent à votre classe. Là, ce sont les différentes classes Blueprint que vous pouvez créer, et ça devrait déjà largement vous suffire pour faire ce que vous avez à faire. Mais si jamais vous avez besoin, vous avez la possibilité de trouver d'autres types de classes beaucoup plus spécifiques. Ça, je vous renverrai vers la documentation officielle de Unreal. Si jamais vous avez besoin de quelque chose de très spécifique, mais dites-vous que déjà avec les classes présentées par défaut ici, vous avez de quoi faire et ça suffit largement. Donc lorsque vous créez une classe, c'est vraiment une classe spécifique pour quelque chose, pour un objet, pour un personnage, pour une interaction. Mais vous avez la possibilité de créer une classe générale au niveau. Tout ça, c'est un niveau. Bon, là, notre niveau est très simple, mais on a la possibilité d'écrire du code spécifiquement pour ce niveau-là. Pour cela, on va aller sur Blueprint toujours, mais au lieu de faire nouvelle classe, on va aller sur Open Level Blueprint, qui signifie donc ouvrir le blueprint du niveau. Et ça, c'est un code qui va être général, global à l'ensemble du niveau. Bon, je clique dessus, et là, ça m'ouvre une interface que vous avez déjà dû apercevoir donc rapidement, et c'est l'interface où on va pouvoir écrire notre code. Alors, il se peut que vous ayez des événements par défaut. On a Begin Play qui est l'événement qui se déclenche lorsque le jeu se lance. Au moment où le jeu se lance, on a Begin Play qui s'exécute. Et il se peut que vous ayez un second événement qui serait l'événement Tick. Tick, c'est un événement qui tourne en boucle. Si votre jeu tourne à 100 images par seconde, eh bien la fonction Tick va s'exécuter 100 fois par seconde, ce qui fait que vous allez pouvoir exécuter des instructions en permanence, en continu, et ça peut être pratique par exemple pour créer une animation. Une animation, votre objet est censé faire des va-et-vient à l'infini, et bien l'événement tick va être pratique pour animer en permanence l'élément. Donc là je vais supprimer le bloc avec supprime, et dans l'hypothèse où vous n'avez aucun bloc ici, vous pouvez rajouter des blocs. Pour cela vous faites clic droit. En faisant clic droit, ça fait apparaître toutes les actions blueprint possibles. Alors il y en a vraiment des centaines.
Donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Et en plus là on n'a pas tout qui est affiché parce que on est en mode contexte sensitive, comme vous pouvez le voir ici. Si je décoche le contexte sensitive, j'ai encore plus d'actions qui apparaissent. Le contexte sensitive, c'est une option qui permet de masquer tout ce qui ne fait pas partie du contexte. En gros, si vous avez un objet sélectionné sur la scène sur votre jeu, et que contexte sensitive est coché, ça va vous suggérer toutes les fonctions que vous pouvez appliquer à l'objet actuellement sélectionné par exemple. Si vous décochez contexte sensitive, ça va vous afficher l'intégralité des fonctions Blueprint possibles, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà la petite nuance entre contexte sensitive ou pas. Donc nous on a dit quoi? J'ai supprimé le event begin play. Bon ben je vais rechercher begin, et là je vois que je retrouve le event begin play. Je clique dessus et ça me remet le bloc ici à l'écran. Donc ça c'était pour vous montrer comment ajouter des blocs. Pour vous déplacer, vous pouvez faire clic droit et faire glisser la souris, ça vous permet de vous déplacer. Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris, donc là ça a désélectionné le bloc. Je peux cliquer dessus pour le sélectionner, et sinon je peux faire un rectangle de sélection pour sélectionner plusieurs blocs. Les blocs, vous avez la possibilité de les déplacer si vous souhaitez, réorganiser votre code. Et au petit survol ici, on a la possibilité d'afficher un commentaire. Donc un commentaire, comme son nom l'indique, c'est juste pour vous, développeurs, si vous souhaitez ajouter un commentaire pour indiquer ce que fait la fonction, ce qui va vous permettre de mieux vous y retrouver dans votre code ou de mieux lire le code de quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez mettre des commentaires sur chaque bloc. Par exemple, je vais mettre le bloc tick dont je vous avais parlé. Et sur ce bloc tick, on va pouvoir mettre un petit commentaire, hop, tourne en boucle. Et là, on a la possibilité donc de commenter l'intégralité de notre code. On peut sélectionner plusieurs blocs, comme je vous l'ai dit, pour les déplacer, pour se réorganiser. Et donc j'ai parlé de fonction. On voit ici fonction, le mot-clé fonction. J'ai parlé de fonction. Une fonction, c'est un bout de code que vous allez pouvoir réutiliser. Par exemple, dans un jeu de type FPS, dans un jeu de tir à la première personne, une fonction, ça pourrait être tirer avec son arme, ou ça pourrait être sauter, ou ça peut être s'accroupir. Ça, ce sont des fonctions qui exécutent des actions, et vous allez pouvoir réutiliser ces fonctions. À chaque fois qu'on appuie sur la barre d'espace, on va appeler la fonction sauter, ce qui fera sauter le personnage. Donc ça, c'est une fonction. On voit qu'on a également des variables. Alors une variable, c'est une sorte de tiroir, un conteneur, dans lequel vous allez pouvoir stocker une valeur. On peut créer une variable vie, qui stockera la vie du personnage. Donc une variable, ça a un nom, vie, ça a un type. Un type, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une variable, elle peut stocker par exemple un nombre ou une chaîne de caractères ou un booléen. Si c'est un nombre, on dit que c'est de type integer, entier en anglais. Donc la vie par exemple, c'est un integer. La vie peut être égale à 1, 2, 3. Donc ça c'est un nombre entier. Si vous stockez de l'argent, ça sera un float. Float, c'est un nombre à virgule flottante. Alors je vais peut-être faire écrire ici, ça sera peut-être plus facile à se représenter. Donc un float, c'est un nombre à virgule flottante, comme 5,30. Donc ça, c'est un float. On a dit que la vie, ça pouvait être 1, 2, 3. Donc ça, c'est un int, un integer. On a le type booléen, qui peut être soit vrai, soit faux, donc true ou false, en anglais. Donc ça, c'est un type booléen. Et on a le type string, qui est une chaîne de caractères en anglais. Par exemple, ça pourrait être Anthony. Anthony, qui est une chaîne de caractères, donc on la met entre guillemets. Donc voilà différents types de variables que vous pouvez retrouver. Donc comme je vous l'ai dit, une variable ça a un nom, un type, et bien sûr une valeur, puisque vous allez stocker une valeur, et cette variable pourra évoluer au cours du temps. Je vous ferai une vidéo spécifique sur les variables certainement dès la prochaine vidéo. Comme ça vous aurez un zoom un peu plus précis sur l'utilisation des variables. Donc, comment fonctionne Blueprint? Je vous ai dit que c'était des blocs qui peuvent s'imbriquer.
Alors pour créer des blocs, on peut faire comme ça, je fais clic droit, et là j'ai la possibilité de rechercher quelque chose. Ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour créer les blocs Begin Play et Tick. Mais sinon, vous pouvez également accéder à la petite flèche blanche ici, que vous avez sur la plupart des blocs, et cette petite flèche blanche, c'est l'exécution du programme. Ça veut dire que ce bloc-là va pouvoir exécuter un autre bloc, qui lui-même va pouvoir exécuter un autre bloc, et ainsi de suite. Donc par exemple, si je veux afficher un petit message à l'écran, je prends la flèche ici, je clique, je fais glisser, ce qui va créer un lien, je relâche la souris, et là automatiquement ça va m'ouvrir la fenêtre de recherche des fonctions, et je vais par exemple rechercher la fonction print qui est la fonction qui permet d'afficher un petit message à l'écran. Donc là j'ai ma fonction print, je peux mettre un commentaire, je vais dire que ça affiche un message. Voilà. Cette fonction print a elle-même la possibilité d'afficher un truc, enfin d'exécuter autre chose. Donc je vais refaire un print pour vous montrer qu'une seule fonction. Donc le programme démarre, ça affiche un message, et ensuite ça affiche un autre message. Alors quel est le message que nous souhaitons afficher? Ben là on peut marquer Hello, c'est déjà ce qu'il y a écrit ici, on peut marquer Hello qui affichera le message Hello. Et sur le deuxième message, on peut afficher World, par exemple. Sachez que les fonctions ont plusieurs paramètres. Les paramètres, c'est par exemple le message à afficher. Une fonction a un paramètre, et le paramètre, c'est c'est la valeur qui va être donnée à la fonction pour qu'elle puisse s'exécuter et faire ce qu'on lui demande de faire. Mais par défaut, on a juste les paramètres essentiels qui sont affichés, mais vous avez la possibilité de cliquer sur la petite flèche ici, et hop, ça déroule l'intégralité de la fonction, ce qui va vous permettre de voir beaucoup plus de détails. Vous avez accès à beaucoup plus de paramètres qui sont optionnels ce coup-ci. Seuls les paramètres obligatoires sont visibles par défaut, et tous les paramètres optionnels, vous pouvez les afficher. Par exemple, on peut modifier la couleur. Si je veux mettre une couleur rouge, je peux modifier la couleur, et là mon message apparaîtra rose-rouge. La durée, c'est combien de temps est-ce que le message apparaît à l'écran. Et voilà donc pour les quelques paramètres qui pourraient vous intéresser. Bon, je vais cliquer sur compiler. Compiler, ça permet de compiler le programme, ça veut dire on va transformer le code en langage machine. En gros, on va transformer le code en binaire si vous voulez, parce que l'ordinateur ne comprend que le binaire. Donc là on compile, il n'y a pas d'erreur, donc on a la petite coche verte qui signifie que la compilation s'est bien déroulée. Vous pouvez enregistrer également votre script avec le bouton Save, et on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, regardez en haut à gauche de l'écran, ici à peu près, c'est là que mon message va apparaître, en haut à gauche. Je lance le jeu, et là vous voyez, j'ai Hello World qui est apparu. Je relance parce que c'est passé assez vite. Hop, j'ai bien Hello World qui apparaît. Hello est en dessous de World parce que lorsqu'on affiche un message, il s'affiche automatiquement au-dessus. Je relance une dernière fois. Et là vous voyez que notre programme a bien fonctionné. Donc je vais retourner dans le programme, Blueprint. Donc j'ai dit on peut soit créer un nouveau blueprint, soit faire Open Level Blueprint, qui est le blueprint global du niveau. Et là on retrouve donc notre code. Sachez que les paramètres que l'on passe aux fonctions peuvent être externalisés. Là on l'a écrit en dur ici, mais dans l'hypothèse où vous demandez par exemple au joueur quel est votre nom, et que le joueur répond, vous allez récupérer sa valeur pour pouvoir par exemple afficher un message Bonjour Anthony. Sauf que cette chaîne de caractères, vous ne la connaissez pas à l'avance, puisque c'est le joueur qui va l'entrer. Donc vous ne pouvez pas la mettre en dur dans le programme ici. Donc on a la possibilité d'externaliser les paramètres, je clique sur le paramètre et je fais glisser. Vous voyez que le fil là il est rose parce que c'est une chaîne de caractères. En fonction du type de variable, la couleur du fil sera différente. Float ça sera en vert. Vous allez avoir d'autres options comme la couleur qui sera en bleu. Bref, chaque couleur de fil correspond à un paramètre. Là, je tire un trait ici, ce qui me permet de rechercher une fonction que je souhaite exécuter. Mais là, on voit que j'ai quelque chose qui m'est proposé tout en haut de la liste. Je suis en contexte sensitif, donc ça m'affiche les possibilités actuelles. Qu'est-ce que je peux faire actuellement avec ma configuration? Et là, j'ai la possibilité de promote to variable. Ça veut dire promouvoir en une variable. En gros, ça veut dire convertir le paramètre en variable. Bon, ben moi, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai
pas mis le mot world, j'ai créé un paramètre ici qui sera utilisé pour être envoyé à la fonction. Pour ceux qui connaissent la différence entre les variables publiques et variables privées dans les langages de programmation, sachez que Blueprint permet de faire la même chose. Ici, vous avez le petit œil. Lorsque vous créez une variable, elle apparaît dans la liste des variables. Vous avez le petit œil qui va vous permettre de dire que cette variable est visible ou pas, si vous voulez que tout le monde puisse l'éditer ou pas. Donc par défaut, nos variables sont en privé. On peut ouvrir l'œil pour la rendre publique. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais lorsque vous sélectionnez quelque chose, donc là rien ne se passe, mais si je sélectionne ma variable, ces informations apparaissent ici. Pour pouvoir visualiser l'intégralité de ces informations, pensez à bien compiler le programme. Cliquez sur compiler, ce qui va vous permettre de voir sa valeur par défaut ici. Donc lorsque vous sélectionnez des éléments qui ont des détails, vous allez voir tous ces détails dans la rubrique détails ici. Par exemple, ici j'ai le nom de la variable, alors je peux l'appeler par exemple mon message. Vous avez le type de la variable, donc nous on a créé une variable de type string, mais vous pouvez créer tout un tas d'autres types de variables. Alors je vous ai présenté le type booléen, qui peut être soit vrai soit faux, integer, qui est un entier. Alors vous avez du integer 64 ou du integer classique, vous avez du float, vous avez du double. Le float c'est le nombre à virgule flottante, le double pareil, sauf que la limite est le double est un nombre plus grand que le float. Par exemple, le entier, ça va basiquement jusqu'à 65 536. Si vous prenez un integer 64, ça sera des valeurs plus grandes. Et pareil pour le double. Le double, c'est comme un float, mais beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de chiffres possibles. Vous avez la possibilité de créer une variable de type string ou une variable de type text. Donc la chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères classique, et un texte, c'est pareil, mais vous pouvez stocker beaucoup plus d'informations, comme un dialogue complet. Les vecteurs, ça, ce sont les axes, X, Y, Z. Donc un vecteur, ça peut être utilisé par exemple pour stocker la position du personnage à l'écran, quelles sont ses coordonnées X, Y, Z, et vous avez des variables un peu plus complexes, par exemple le transform. Alors là, le transform, c'est ce qui va permettre d'inclure la position, la rotation et la taille d'un objet 3D. Donc voilà tous les types de variables auxquelles vous avez accès. Vous avez la possibilité d'ajouter une tooltip, donc ça va être une petite aide au survol. Quand le curseur survole la variable, vous allez pouvoir afficher une petite aide. Ici, vous allez pouvoir définir si votre variable est en privé ou pas. Et quoi dire d'autre? Vous avez la default value, alors là qui est masquée, mais je vais compiler le programme et automatiquement elle s'affiche. Et je vais pouvoir marquer test, par exemple, pour donner une valeur à ma variable. Donc là, on est bon, je sauvegarde, non, je compile et je sauvegarde. Comme j'ai effectué une modification, j'ai dû recompiler le programme. Et je vais tester tout de suite, je retourne dans le jeu, je clique sur play, et là j'ai test hello. Je relance pour que vous puissiez bien voir, test hello. Donc ça a marché. Petite information supplémentaire qui pourrait vous être utile, si vous créez pas mal de variables, pas mal de choses dans votre programme, vous allez avoir la possibilité de visualiser les paramètres de votre classe en cliquant ici sur classe default. Là vous allez pouvoir voir un petit peu tous les différents réglages possibles, et notamment on va avoir les valeurs par défaut, mon message. Comme j'ai appelé ma variable mon message, j'ai bien mon message ici, et là j'ai sa valeur. Et si vous avez plusieurs variables, vous verrez plusieurs variables. Donc ici, vous allez pouvoir visualiser rapidement les infos par défaut de votre classe. Bon, maintenant je vais vous montrer une dernière chose qui vous sera très pratique. On va sélectionner un objet. Donc là, je retourne dans Unreal, on va sélectionner un objet, par exemple la chaise. Alors d'ailleurs, je vais peut-être prendre celle-ci et je vais l'approcher pour la mettre bien en évidence. Donc on sélectionne cet objet, et avec cet objet sélectionné, on le voit qu'il est sélectionné puisqu'il y a un petit liseré orange autour, je vais retourner dans Blueprint, puis je vais aller dans le level Blueprint. Donc là je retourne dans mon programme, sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que maintenant mon objet derrière est sélectionné, et regardez, je vais me placer ici, si je fais clic droit,
j'ai, en mode contexte sensitive, j'ai create reference to chair, chair étant la chaise qui est actuellement sélectionnée. Je clique ici, et là ça m'a créé une référence vers la chaise. Donc là c'est vraiment le modèle 3D, la chaise sélectionnée. Et là j'ai une référence vers cet objet. Alors maintenant imaginons que je veuille masquer la chaise, la rendre invisible. Je vais faire clic droit et je vais rechercher Visibility. Toggle Visibility. Donc là cette fonction elle existe mais pourtant je ne la vois pas lorsque je fais ma recherche. Donc là vous devriez avoir compris pourquoi. C'est peut-être parce qu'il faut désactiver le contexte sensitive. Et là automatiquement je vois la fonction. En fait, le toggle visibility ne peut pas fonctionner seul, il a besoin de quelque chose relié à lui pour fonctionner. C'est pour ça qu'en mode contexte sensitif, je ne le vois pas, parce que moi j'essaye de créer une fonction toute seule là. J'ai fait clic droit et créer une fonction, et forcément le toggle visibility ne marche pas seul. Mais moi je sais ce que je fais, donc je décoche le contexte sensitif et je sais que c'est cette fonction dont j'ai besoin. Le toggle visibility, comme son nom l'indique, toggle ça veut dire faire un switch, passer de vrai à faux ou de faux à vrai. On va modifier la visibilité d'un objet. Quel est l'objet que nous souhaitons modifier? La chaise. Je prends la chaise et je la relie ici. Alors là, vous voyez au survol, il y a une petite infobulle qui apparaît. En gros, je ne peux pas directement relier mon objet au target. Je ne peux pas dire que c'est cet objet-là qui va être visible ou pas. En revanche, Blueprint me propose de convertir mon static mesh dans un composant qui lui sera capable d'être visible ou pas. Donc ok, je relâche et là du coup j'ai un nœud qui a été généré entre les deux blocs parce qu'il faut faire une toute petite liaison intermédiaire pour que je puisse correctement relier la chaise à la target. Donc là, c'est tout ce que vous avez à faire hein, pour modifier la visibilité. Et quel est le paramètre du dessous? Ici, c'est un paramètre que vous pouvez cocher, c'est un booléen, donc soit vrai, soit faux. Vous pouvez dire oui ou non. Et c'est est-ce qu'on veut propager l'information aux enfants? Alors les enfants, ça serait les modèles 3D qui seraient enfants de la chaise. Dans Unreal, alors je vais vous montrer ça, dans Unreal, on peut mettre une chaise à l'intérieur d'une chaise, comme ceci, ce qui fait que si vous masquez la première, ça masque la deuxième. En revanche, si je masque la deuxième, ça ne masque pas la première. Donc voilà, on a un lien de parenté ici. Donc voilà pour ce paramètre, vous avez la possibilité de faire cela. Bon, par contre, cette fonction ici ne se déclenchera jamais. Hein. Cette fonction ne se déclenchera jamais. Pour la déclencher, il faudrait qu'elle soit reliée, par exemple, à notre programme principal ici. Et là, du coup, ça devrait fonctionner. Je compile, je sauvegarde et on retourne là-dessus. On lance le projet et là, la chaise de gauche a disparu. Je fais échappe. Pour tester, je vais cocher propager aux enfants. Je compile, je sauvegarde, je retourne, on teste, et là, ça a bien masqué la seconde chaise. Dernière petite astuce, vous avez évidemment la possibilité de, gérer les touches clavier. Alors, par exemple, je vais supprimer ça pour nettoyer un petit peu le programme. On a la possibilité donc d'utiliser les touches clavier. Donc là j'ai déconnecté complètement le nœud du programme, ce qui fait que la chaise ne sera plus masquée. En revanche, je peux rechercher spacebar. Spacebar étant la barre d'espace. Je suis dans Keyboard Event, donc dans les événements clavier. J'ai l'événement de type barre d'espace. Et cet événement de type barre d'espace, il peut être en pressed, c'est-à-dire appuyé, ou released, au moment où on relâche la touche. Bon, mais moi ce que je vais faire, c'est connecter l'événement pressed à ma fonction ici, ce qui fait que ma fonction toggle visibility ne va se déclencher que lorsque je vais appuyer sur la barre d'espace. Donc là, je vais mettre en commentaire, lorsqu'on appuie sur espace, et là, c'est modifier la visibilité de l'objet. Voilà, alors je vais juste réorganiser un petit peu le code, histoire de resserrer tout ça. Je vais supprimer tout ce qui ne sert pas à grand chose, histoire que je puisse vous faire une capture d'écran du programme si jamais vous voulez le récupérer. Alors je vais peut-être remettre le bloc
je vais peut-être remettre le bloc world. Je vais vous donner le code, donc je vais remettre le bloc ici. Ma variable là, je peux la prendre et la faire glisser directement. Je peux faire un get mon message. Donc en fait là j'ai fait glisser ma variable directement depuis les variables parce qu'elle est toujours présente, hein. Une variable qui a été créée, elle est toujours présente. Donc je peux la prendre et la faire glisser autant de fois que je veux, pas de problème. Je peux faire un get ou un set, le set étant la fonction qui permet de modifier le message, mais bon bref, ça on verra un peu plus tard. J'ai récupéré ma variable, hop, je la fais glisser ici, et là je devrais avoir mon hello world qui fonctionne. Si j'arrive à sélectionner mon bloc, voilà. Je dois avoir mon Hello World qui fonctionne et encore une petite info, vous pouvez cliquer sur plus pour créer une nouvelle variable et avoir autant de variables que vous le souhaitez. Voilà, donc là c'est notre premier programme, donc j'ai dit que j'allais faire une petite capture d'écran, je vais faire ça tout de suite. On va prendre un peu plus d'espace et je vous transmettrai le code. Hop, imprime écran. Et voilà, c'est fait. Donc je vais cliquer sur compiler, enregistrer, on retourne ici. Je lance le jeu, j'ai bien mes deux messages qui apparaissent. Les chaises sont présentes, puisque je ne les masque pas par défaut. Et attention, donc pensez bien à cliquer sur la fenêtre, sinon les événements ne seront pas pris en compte. Je vais faire barre d'espace. Et hop, automatiquement les chaises ont été masquées. Si je réappuie sur espace, ça réapparaît. Puisque on a mis un toggle visibility. Si c'est vrai, ça passe à faux, et si c'est faux, ça passe à vrai. Et l'événement barre d'espace se déclenche à l'infini. Ok, bon là je fais échappe pour quitter la vue, et je retourne sur Blueprint, Level Blueprint, et voilà pour cette première vidéo découverte du langage Blueprint. Je m'arrête ici, vous avez déjà eu suffisamment d'informations comme ça. Je vous invite à bien faire vos tests de votre côté. S'il y a des notions qui n'ont pas été comprises, il est temps de relancer la vidéo et de tout refaire, parce que c'est vraiment la base, donc c'est important de bien comprendre tout ça. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ce qui a été présenté dans cette vidéo, vous pouvez passer à la vidéo suivante.